Ce mardi à 15h30 au Liban, des centaines de beepers explosent simultanément à travers le Liban et donc la Syrie. Alors le bilan provisoire fait état de 9 morts, 2750 blessés, dont 200 graves. Et pour comprendre comment ça s'est passé, quelles sont les conséquences sur le conflit israélo-palestinien, on va en parler avec Alexandra Schwarzbrod, qui est donc directrice adjointe de Libération. Salut Alex. Salut. Et Laurence Desfrano, tu es notre journaliste au service Planète, qui a notamment couvert tout l'aspect technique sur cette affaire des beepers. Alex, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça a démarré? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement hier à 15h30? Alors, je peux vous dire des choses, et Laurence aussi, mais il faut que tout le monde sache bien que pour l'instant, il reste plein de zones d'ombre parce que c'est une opération inédite. Je vous fais une petite pause dans la discussion. Si jamais cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça toutes les semaines. Pour l'instant, il reste plein de zones d'ombre parce que c'est une opération inédite qui s'est faite dans la plus grande confidentialité. Et donc, on apprend des choses au fur et à mesure où on en devine. Il y a des hypothèses qui vont être exposées notamment par Laurence sur le plan purement technique, militaire. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, mardi, au même moment, à 15h30, des beepers qui étaient dans la poche ou à la ceinture de très nombreuses personnes au Liban, de milliers de personnes au Liban, se sont mis à exploser. Et donc, on imagine les dégâts que ça peut faire physiologiquement, un beeper qui explose dans une poche ou sur une ceinture. On a vu ces vidéos hallucinantes d'hommes, c'est essentiellement des hommes. Et donc, on pense que, normalement, beaucoup sont des membres du Hezbollah, une milice libanaise qui est dirigée par l'Iran, enfin, qui est financée par l'Iran, et donc qui est hostile ennemi d'Israël. Donc, on suppose que cette opération est attribuée à Israël, qui en ce moment est un vrai bras de fer avec le Hezbollah au Liban, parce qu'il y a des tirs, il y a beaucoup de tirs du Hezbollah qui visent le nord d'Israël, et Israël vise le sud Liban. Donc, il y a un gros bras de fer depuis, évidemment, l'opération, l'attaque terroriste du 7 octobre. Les combats ont d'abord visé Gaza, et ensuite, ça s'est étendu au Liban. Donc voilà, on est dans cette grosse tension au Proche-Orient entre Israël, territoire palestinien, Liban, Iran, Houthis. Et là, on a vu une opération absolument inédite, cette opération Beeper, qui est donc attribuée à Israël, mais Israël, comme d'habitude, n'a rien dans ce genre de circonstances, ne confirme ni n'infirme rien, mais c'est vraisemblablement Israël qui aurait organisé cette attaque pour affaiblir le Hezbollah, qui préparerait une escalade d'ampleur contre Israël. Laurence, le Hezbollah se servait de beepers, donc c'est des petits moyens de communication, j'imagine que c'est ce qu'on voyait à la télé dans les années 2000. Pourquoi est-ce que le Hezbollah se servait de beepers comme ça? C'est même plus ancien que ça, parce que ça a presque un siècle. Et c'est des petits appareils qui fonctionnent sur des fréquences radio et qui permettent juste de recevoir des messages, et c'est très très peu émetteurs, et ça permet de recevoir des messages sans réseau téléphonique ni réseau internet. Donc le Hezbollah c'était très répandu dans les années 80-90. Peut-être certains se rappellent des Tom-Tom. C'était les précurseurs des téléphones portables. Et le Hezbollah l'utilise à grande échelle depuis plusieurs années. Ça lui permet d'éviter le piratage des réseaux téléphoniques par Israël, qui était les services israéliens sont très forts sur le piratage des réseaux de communication. Et les beepers permettaient de passer en dessous de cette menace-là. Par contre, on voit que, et le Hezbollah la reconnaît aujourd'hui, c'était une faille de sécurité majeure, puisque les fréquences radio, elles, sont très faciles à pirater, et c'est comme ça que hier, entre 15h30 et 16h30, des milliers de personnes ont reçu un message qui semblait être un message d'erreur sur leur pager, avec un bip un peu différent, et ce qui les a obligés à sortir l'appareil de leur poche ou le prendre dans leurs mains, et c'est à ce moment-là, et à appuyer même sur un bouton pour voir quel était ce message d'erreur, et c'est à ce moment-là que
les petits appareils ont explosé. Donc les blessures sont beaucoup des mains arrachées, des doigts arrachés, des trous, comme disait Alexandra, des trous sur le côté, à la taille, s'ils l'avaient dans leur poche. Il y a donc beaucoup d'hommes qui sont touchés, mais il y a aussi une petite fille de 8 ans qui est morte, qui devait se trouver à côté du porteur. Et notre correspondante là qui est au Liban aujourd'hui dit que dans un hôpital, elle a vu une femme enceinte qui a perdu 8 doigts parce que son mari lui a passé le pager au moment où il sonnait. Donc, et l'ambassadeur d'Iran. Et l'ambassadeur d'Iran au Liban a été aussi légèrement blessé. Il a d'abord été annoncé comme mort hier, mais finalement il n'est que blessé. Et c'est une opération totalement inédite qui a l'air de sortir tout droit d'un livre de Tom Clancy. Ça veut dire que ça prouve que le service étranger qui a créé ça a infiltré très profondément l'organisation du Hezbollah, et que c'est également une prouesse technique. Et on peut dire, oui, une prouesse technique pour arriver à faire cela sans que cette opération soit éventée. C'est tout ça, on va y revenir sur l'aspect purement technique. Alors pour l'instant, on sait peu de choses sur cette attaque. Thomas Gamblin, sur YouTube, vous demande s'il y a d'autres factions alliées au Hezbollah qui ont été affectées par cette attaque. Je ne sais pas si on a les informations ou pas. Est-ce qu'on sait sur ça ou pas? Non, pour l'instant... C'est très compliqué. On ne sait même pas le nombre exact de blessés et même de morts, hein, parce qu'on peut imaginer aussi qu'il y ait des morts des suites des blessures qui ont été causées mardi. Donc c'est très très difficile et on imagine bien que le Hezbollah ne va pas rendre public, le Hezbollah ou d'autres milices qui pourraient être touchées vont rendre public tous les détails de cette affaire qui quand même... S'il faut bien le dire, c'est une humiliation, c'est une immense humiliation, non seulement pour le Hezbollah, mais aussi pour l'Iran, hein, qui a déjà été humilié sur son sol à Téhéran par l'assassinat ciblé d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, assassinat ciblé attribué là aussi à Israël, enfin qui est c'est quasiment sûr que ce soit Israël. Donc on avait peur d'une représaille de l'Iran vers Israël pour venger l'assassinat ciblé de ce chef du Hamas. Ces représailles, pour l'instant, n'ont pas eu lieu, puisque l'Iran essaye de se raccrocher à des négociations de cessez-le-feu à Gaza. Mais on voit bien que là, ça fait la deuxième humiliation de suite pour l'Iran, causée par Israël. Et donc là, ça ajoute un élément de tension supplémentaire dans une région qui n'en manque pas. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est quand même fou, et ça je rebondis sur ce que disait Laurence, ce qui est dingue, c'est que le Hezbollah a voulu se protéger en laissant tomber les téléphones portables et en privilégiant le beeper, parce que justement ils avaient peur que les Israéliens les interceptent les conversations, et en fait c'est par le beeper qu'ils ont été attaqués. Donc c'est une histoire, c'est vrai qu'un romancier d'espionnage aurait voulu imaginer cette histoire, il se serait sans doute dit non, c'est pas crédible, je laisse tomber. C'est une opération quand même assez dingue. Et juste pour répondre à Thomas, on n'a pas la preuve encore que tous les beepers qui ont explosé appartenaient à des membres du Hezbollah, mais le mode opératoire, ça aurait été de détourner un achat groupé qu'aurait fait le Hezbollah de 3 000 ou 10 000 beepers, on ne sait pas trop. Donc c'est du matériel qu'il aurait fourni à ses combattants ou à ses militants. Donc, a priori, c'est que le Hezbollah qui est touché, même si, pour l'instant, on n'a pas d'assurance, en fait. Et donc, concrètement, comment ça se serait passé, d'après les différentes théories? Comment est-ce qu'ils ont pu atteindre les beepers? Donc, tu parles d'une livraison. Est-ce qu'ils ont mis des explosifs dedans? Est-ce qu'ils ont hacké le système? Est-ce qu'on sait un peu quelles sont les théories sur comment ils ont réussi à
faire exploser ces beepers? Alors hier, peu de temps après l'explosion, il y avait 2 hypothèses qui étaient envisagées. La première était que le système de fréquence radio de tout le réseau de beepers aurait été piraté pour provoquer une surchauffe des batteries. Et parce que les batteries des beepers sont toutes petites, elles chauffent rapidement. Et autant on peut pas faire ça avec un smartphone ou une tablette, mais c'est possible. Et que ça aurait créé la surchauffe des batteries et les batteries auraient explosé. Mais finalement, cette thèse est peu à peu abandonnée parce que déjà, ça n'aurait pu marcher que sur les batteries qui étaient entièrement chargées à 100%, ce qui limite déjà un petit peu. Et les blessures auraient plus été de la peau arrachée, des brûlures, tandis que là, on a vraiment des trous, des explosions, des hémorragies. Donc c'est plutôt la deuxième piste qui est pour l'instant privilégiée. On en saura certainement plus dans quelques heures. Donc les beepers en question sont labellisés par une société taïwanaise qui s'appelle Gold Apollo, mais en fait qui avait donné sa licence à une entreprise hongroise qui s'appelle BAC. Et il semblerait que donc la commande a été passée via l'Iran à l'entreprise hongroise et que c'est durant la livraison du matériel que la cargaison aurait été détournée et que un élément aurait été remplacé à l'intérieur. Donc là, on se trouve dans quelque chose qui est à la fois très sophistiqué mais très simple, puisque c'est la fabrication des explosifs improvisés. Donc c'est presque vieux comme la guerre, hein. Les talibans font ça très bien. Donc c'est très très simple. Il faut mettre une charge qui soit quelques grammes d'une charge comme de la pâte à modeler, de TNT par exemple, un détonateur, et il faut quelque chose qui déclenche, un petit détonateur qui serait dans la charge, et il faut quelque chose qui déclenche. Il faut de l'électricité, donc là la batterie fournit l'électricité, c'est facile, et quelque chose qui déclenche l'explosion. Et là, pour déclencher l'explosion, il fallait envoyer un message particulier avec un signal électrique particulier qui permet de mettre le feu à la charge. Donc il faut, en parlant à des spécialistes des explosifs, et ils nous ont dit que 30 grammes suffisent, voire moins, pour faire tout cet ensemble-là. Et alors après, peut-être, par exemple, ont été fabriquées des batteries qui ressemblaient exactement aux batteries originales, mais que dans ces batteries-là, il y avait dissimulé à l'intérieur, il y avait la charge explosive et le détonateur, ce qui fait qu'elles auraient été remplacées assez facilement, place pour place à l'intérieur de l'appareil, avant que la livraison se poursuive. Et même si, parce que le Hezbollah est très très méfiant et ils ont beaucoup d'experts, pourquoi ils n'auraient pas, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ils avaient ces appareils en main, pourquoi personne ne s'en serait aperçu? Certainement parce que c'était extrêmement bien dissimulé, donc peut-être à l'intérieur de l'enveloppe de la batterie, ce qui fait que quand on ouvre, on se rend pas compte. On imagine la logistique dingue qu'il faut pour mettre en place une opération comme celle-ci. C'est une opération qui demande des mois de préparation, des centaines d'hommes à l'intérieur du Hezbollah pour aider à la faciliter cette opération. C'est un truc de très très grande ampleur. C'est ça, c'est la question que je voulais un peu vous poser. Pour l'instant, évidemment, on ne sait pas qui est derrière cette opération. La force étrangère qui aurait réalisé ça a fait un gros coup de force. Comment est-ce que c'est possible qu'au sein du Hezbollah, on n'ait pas pu anticiper ça? Est-ce que ça montre, dans les rapports de force entre dans les différents États, est-ce que ça montre des failles pour le Hezbollah, pour l'Iran? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Laurence l'a bien dit, et le Hezbollah le reconnaît lui-même, hein, c'est une faille sécuritaire majeure. Mais il faut bien voir que tout ça s'inscrit dans un conflit qui dure depuis des décennies et qui s'est accentué depuis le 7 octobre. Et donc entre Israël et tous les proxys de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, et qui a donc une tension tous azimuts et des conflits tous azimuts qui s'entremêlent, qui se mélangent.
Et je pense que cette espèce de tension permanente fait qu'à un moment, on ne peut pas être vigilant sur tout et qu'il faut faire confiance à certains intermédiaires. Voilà. Et donc là-dessus, et puis bon, on suspecte Israël d'être derrière cette opération, même s'ils n'ont pas confirmé. Mais le Mossad, les services de renseignement israéliens, sont des gens, enfin, ils ont l'habitude de ce genre de choses. On se souvient, alors même si c'est très différent, mais par exemple d'un homme d'un haut responsable du Hamas, dont le téléphone portable avait justement le Mossad avait piégé son téléphone portable qui avait explosé, qu'il avait tué quand il avait décroché. Et voilà, c'est le genre d'opération que les services israéliens savent faire, savent mener, et qui non seulement a pour but de blesser, voire de tuer, mais aussi, comme Laurence l'expliquait tout à l'heure, d'instiller la peur, une peur permanente, parce que c'est vrai qu'un beeper, finalement, c'est très intime, un beeper, parce qu'on le glisse dans sa poche, on le porte contre son corps. Donc, c'est un objet du quotidien, presque. Et donc, si cet objet du quotidien peut exploser à n'importe quel moment. Les vidéos d'hier, qui ont été diffusées toute la journée de mardi, sont très impressionnantes. On voit des hommes qui sont en train de faire leurs courses au supermarché, qui sont sur un scooter, en train de se balader d'un endroit à l'autre, et qui tout à coup explosent. Enfin, en tout cas, qui ont leur beeper qui explose dans leur poche. Ça fout vraiment les jetons. Et donc, cette peur fait partie de la guerre psychologique menée sans doute entre autres, par Israël. Laurence, est-ce qu'on a d'autres exemples dans d'autres conflits d'attaques similaires qui ont atteint des petits objets du quotidien ? Tu me parlais peut-être de l'Ukraine tout à l'heure ? Oui, une source qui est proche du renseignement me disait hier qu'il y avait un système similaire qui avait été installé sur des cigarettes électroniques quand les services ukrainiens se sont rendus compte que les combattants russes, après l'invasion totale de l'Ukraine en 2022, utilisaient beaucoup les cigarettes électroniques. Ils ont réussi à leur faire livrer des cigarettes électroniques piégées avec un petit détonateur à l'intérieur, ce qui faisait que quand ils ont aspiré la fumée, il y a une explosion dans la bouche. Donc c'est là aussi quelque chose d'assez terrible. Dans la bouche. Oui, alors une petite explosion, parce que là, en l'occurrence, il y avait quasiment pas de charge explosive, mais c'était juste un petit détonateur qui explosait, mais si près du cerveau, dans la bouche, ça fait très peur. Ouais. Piéger des petits objets, ça a toujours existé. On voit ça dans les musées qui parlent de toutes ces choses-là. Mais à grande ampleur comme ça, c'est là que c'est véritablement inédit, parce qu'entre piéger des lunettes, un petit étui, un étui de cigarette, comme on faisait pendant la guerre froide, c'est possible. Mais c'est connu. Mais là, on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'appareils en même temps. Et donc, comme on le disait, c'est des petits appareils du quotidien. Est-ce que cette attaque-là peut avoir des conséquences sur la société civile, sur la peur que la société civile au Liban, en Syrie, pourrait ressentir ? Il va y avoir déjà peut-être un peu une chasse aux sorcières au sein du Hezbollah, parce que qui a collaboré avec les services étrangers ? Il y a forcément une collaboration, une infiltration. Par exemple, il y a eu des messages assez récents du Hezbollah, du haut niveau du Hezbollah, qui disaient nous vous enjoignons à utiliser les beepers. Alors soit c'est parce que ils sont infiltrés, soit c'est parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle en termes de militaires des opérations de déception, c'est-à-dire de leurre, c'est-à-dire que c'est les Israéliens, si c'est eux, font croire que ils ont vraiment infiltré tous les téléphones portables, et que donc il faut absolument se servir des beepers, quelque chose comme ça. Les services secrets du Hezbollah, qui sont très forts aussi, interceptent, etc. Donc toute cette opération un peu de déception avec des espions, des interceptions, etc. Et forcément, au sein de l'organisation chiite, des infiltrés, forcément. Qu'est-ce que quelles conséquences cette attaque peut avoir sur la suite du conflit, notamment israélo-palestinien, tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre ?
Pardon. Non, je voulais peut-être juste, pour ceux qui ne savent pas, pour rappeler un petit peu le contexte, puisque le 7 octobre, donc le Hamas fait son attaque sur le sud d'Israël en tuant 1200 personnes. Et le lendemain, le 8 octobre, à la surprise générale, le Hezbollah, qui était jusque-là pas très allié avec le Hamas, annonce soutenir le Hamas et commence à tirer et bombarder le nord d'Israël pour ouvrir un deuxième front. Donc là, on s'inscrit dans ce deuxième conflit du 8 octobre qui est un conflit dont on parle pas forcément beaucoup, mais depuis le 8 octobre, il y a à peu près il y a 13 000 projectiles, bombes qui ont été échangés à peu près à parts égales entre les Israéliens et le Hezbollah, juste à côté de la ligne bleue, c'est-à-dire que la ligne bleue, c'est la ligne de démarcation qui sépare Israël et le Liban. Et cette ligne de démarcation est formée par les Nations Unies, a été dessinée par les Nations Unies, et il y a un contingent de 10 000 soldats des Nations Unies qui gardent cette frontière et qui vérifient que le conflit ne dégénère pas. Donc, qui sont des gardiens de la paix. En l'occurrence, il n'y a plus tellement de paix, mais il n'y a pas encore de guerre totale. Donc, il y a tous les jours des escarmouches. On tire des missiles d'un côté, on fait passer nos avions, on lance des bombes de l'autre, etc. Ça reste à peu près maintenu, puisque en près d'un an, il y a à peu près 500 morts côté Hezbollah et 25 côté israélien. Mais le risque est que à chaque fois qu'il y a un basculement dans la guerre totale, c'est un basculement que, selon nos informations, personne ne souhaite, ni le Hezbollah, ni la grande partie de l'armée israélienne, ni l'Iran, puisque là, on aurait vraiment un embrasement de tout le Moyen-Orient. Mais chaque opération militaire, chaque accident, comme il y avait eu cet été quand le Hezbollah a tiré par erreur un missile sur un stade de foot où jouaient des enfants dans le Golan, à chaque fois, ça fait monter d'un cran la tension et le risque d'un basculement dans la guerre. Voilà, excusez-moi, je voulais rappeler ça. Et ce qu'il faut préciser, c'est que tout ça, ça s'inscrit, on est sur fond de campagne électorale aux États-Unis. Pourquoi c'est important ? Parce que les États-Unis sont le principal, si ce n'est un des derniers alliés d'Israël. Les États-Unis fournissent à Israël l'essentiel, enfin une grande partie de son armement. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que ça dégénère au Moyen-Orient avant les élections américaines qui donc auront lieu le 5 novembre. Donc les États-Unis font depuis des mois de gros efforts. Enfin, d'un côté, ils fournissent des armes à Israël, armes qui sont utilisées pour bombarder Gaza ou le sud Liban. Et d'un autre côté, ils mettent tous leurs plus grands diplomates dans la bataille pour essayer de négocier un accord de cessez-le-feu et surtout la remise des otages par le Hamas. Donc, les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que ça dégénère, parce que si vraiment une guerre totale éclatait au Moyen-Orient, au Proche-Orient, alors évidemment, beaucoup ont l'impression que la guerre totale est déjà là, mais malheureusement, ça pourrait être bien pire encore. Et finalement, ça serait une espèce de constat d'échec pour les États-Unis et donc pour l'administration américaine actuelle et donc pour Kamala Harris. Et donc, ça pourrait profiter à Donald Trump. Donc, c'est pour ça que Joe Biden et Kamala Harris font des efforts maximum en ce moment pour essayer de contenir tout ça. Donc, il est bien évident que ce qui s'est passé mardi avec cette opération des beepers va faire monter encore d'un cran la tension. Le Hezbollah a prévenu qu'il y aurait des représailles massives contre Israël. Alors évidemment, c'est un langage comment dirais-je, habituel. Hein. C'est après une attaque comme ça, il est normal qu'on prévienne qu'il y aura des représailles. Est-ce qu'il y en aura vraiment ? Est-ce que le Hezbollah va être en état là tout de suite de lancer des représailles contre Israël ? On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en ce moment, la tension est maximale, hein, parce que donc il y a ce front
au sud Liban et au nord d'Israël, donc entre Hezbollah et Israël. Il y a toujours des bombardements sur Gaza. Il y a la Cisjordanie, donc autre territoire palestinien occupé par Israël, qui est en train où la tension monte de plus en plus avec des opérations israéliennes quasiment quotidiennes, des exactions menées par les colons en territoire palestinien. Il y a les Houthis qui sont toujours donc du Yémen, qui eux aussi sont des proxys de l'Iran, qui continuent à maintenir la pression. Et il y a Téhéran, l'Iran, tout ça, hein, qui est donc le parrain du Hezbollah, du Hamas et des Houthis, qui, lui, est derrière tout ça, qui, comme le disait Laurence, n'a pas intérêt à une guerre totale. D'abord parce que l'Iran est en train d'essayer de se doter de l'arme nucléaire. Ils n'ont pas intérêt à ce que tout ça vole en éclats tout de suite. Et puis, il y a un nouveau président en Iran, donc je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques. Voilà, ça c'est le contexte géopolitique de la région. On voit bien que tous les ingrédients sont réunis pour que ça explose, si je puis dire, et en même temps que personne n'y a vraiment intérêt, sauf peut-être, alors Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, lui, est assuré de rester au pouvoir tant que la guerre durera, hein, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affaires, entre les affaires de corruption, plus les accusations de ne pas avoir été assez vigilant le 7 octobre, et donc il va y avoir une commission d'enquête dès que la guerre sera terminée avec Gaza, il y aura une commission d'enquête où il risque gros, donc lui a plutôt intérêt à maintenir la tension parce qu'il est assuré de rester à son poste. Bon, mais cela dit, il a pas non plus les Israéliens n'ont pas intérêt non plus à une guerre totale avec le Liban. Donc voilà tous les éléments dans la balance. On voit bien que tous les voyants sont au rouge. Si jamais cette actualité vous intéresse, rendez-vous sur le site de Libération, puisque au fil de la journée, on a un live qui est ouvert, qui va vous rapporter toutes les actus autour de ce conflit. Merci Laurence et Alexandra pour tous vos éclairages. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos autres contenus.